Ok. Gérard Blier, bonjour. Bonjour Yann. Une sixième coalition se monte, là, animée par la Prusse, la Russie et l'Angleterre. L'armée de Napoléon, démoralisée aujourd'hui, là, va-t-elle résister? Oui, alors nous sommes le 1er mars 1815. Napoléon a abdiqué l'année précédente et il a été exilé sur l'île d'Elbe. Et pourquoi cette date du 1er mars 1815 est-elle importante? C'est que, contre toute attente, à la stupéfaction de l'Europe, Napoléon revient de l'île d'Elbe. C'est la marche triomphale sur Paris et ce sont les 100 jours. C'est-à-dire que Napoléon va rester au pouvoir un petit peu plus de 3 mois. C'est ce que l'on appelle donc les 100 jours. Le roi Louis XVIII est chassé et Napoléon est de nouveau empereur. Bon, ça ne concerne pas directement notre sujet, mais disons que les historiens sont maintenant d'accord, l'enthousiasme est réel avec le retour de Napoléon, bon, mais ce n'est pas un enthousiasme total. C'est-à-dire que beaucoup de Français se disent, avec Louis XVIII, on avait la paix, ça va recommencer, évidemment. Et ça va effectivement recommencer. Pourquoi? Parce que Napoléon, discrètement, mais Napoléon quand même fait savoir que le fait qu'il revienne au pouvoir en France ne veut pas dire qu'il va recommencer la guerre en Europe. Il donne des assurances aux grandes puissances pour essayer parce qu'il sait très bien qu'il risque énormément, compte tenu de la supériorité numérique et tout, de ses adversaires. Finalement, ces tentatives de Napoléon, ces assurances ne donnent strictement rien, c'est-à-dire que, au lieu d'être abattu effondré par l'annonce du retour de Napoléon, ça dope les alliés, c'est-à-dire les Anglais, les Prussiens, les Russes, les Autrichiens, et qui renouvellent le pacte de Chaumont, c'est-à-dire disent qu'ils vont lutter jusqu'à la fin pour, une fois pour toutes, abattre Napoléon, abattre le tyran qui veut dominer le monde, qui veut dominer l'Europe. Par conséquent, détermination farouche des alliés, quand je dis les alliés, ce sont les adversaires de Napoléon, détermination farouche d'en finir. Et alors à ce moment-là, c'est la 7e et dernière coalition qui finalement va abattre Napoléon. Alors Napoléon se rend compte qu'il n'a plus qu'une solution, se battre, puisque donc on ne veut pas traiter avec lui, il faut qu'il se batte et qu'il batte surtout ses adversaires. Alors, ce qui est remarquable, c'est qu'en quelques mois, un effort énorme est fait, parce qu'il réussit, Napoléon, à réunir en très peu de temps, une nouvelle grande armée, parce que la précédente était dissoute. Il réunit d'anciens soldats de la grande armée, de nouvelles classes, etc., des jeunes, les Marie-Louise, et il réussit, avec artillerie, etc., cavalerie, il réussit à constituer une armée de 125 000 hommes en quelques semaines. Ouais. C'est un effort absolument énorme. Ce sont des talents d'organisateur. Alors, Napoléon sait très bien que le temps joue contre lui, parce qu'en effet, les Alliés ont décidé de l'abattre, mais alors les forces anglaises sont du côté de la Flandre, les forces prussiennes sont du côté du Luxembourg, marchent sur la frontière nord de la France, et les Autrichiens et les Russes arrivent depuis la Trouée de Belfort, depuis l'Est. Tout ça, ça converge. Donc Napoléon ne peut pas les attendre, c'est pas possible. Et alors, il fait confiance dans ses talents de manœuvrier, et il va essayer, en jouant sur la vitesse de marche de sa grande armée, sur la rapidité de déplacement, il va essayer de les battre les unes après les autres, les armées des coalisés. Bon, c'est un plan, c'était le seul plan. S'il attendait que les Prussiens et les Anglais, par exemple, se rejoignent, infériorité numérique, il était battu. Alors que là, il apprend que les Prussiens marchent donc en direction des frontières de la France et ils ont une certaine avance sur les Anglais. Alors le plan donc de Napoléon, puisque automatiquement cela va converger vers la Belgique, au sud de Bruxelles, entre Bruxelles et la frontière française, il fait monter sa grande armée le plus rapidement possible en Belgique. Au passage, il prend Charleroi et il se rend compte à un moment donné que les Prussiens marchent vers lui, les Prussiens de Blücher sont à bonne distance et vont bientôt arriver sur lui. Alors là, eh bien, il va à leur rencontre, il accélère encore. Son idée, c'est de battre rapidement les Prussiens, voyez-vous, de façon à ce que, aussitôt après, il se retourne à temps contre les Anglais, qui ont 1, 2 ou 3 jours de retard. C'est une manœuvre qui est risquée, mais c'était la seule carte de Napoléon, et ça va y réussir. Pourquoi? Parce que le 16 juin, eh bien, alors que les Anglais sont à quelques 10 ou 20 km, eh bien, à Ligny, une petite localité tout près de Fleurus où il y a eu de grandes batailles au temps de Louis XIV, etc., de la Révolution. À Ligny, eh bien, une bataille très importante oppose
l'armée de Napoléon, bon, le gros de l'armée qu'il a pu reconstituer, aux Prussiens de Blücher. Les Prussiens ne sont pas exterminés, ne sont pas écrasés, mais ils sont battus. C'est-à-dire qu'une victoire qui n'est pas totale, mais une victoire suffisante pour Napoléon qui se dit les Prussiens sont battus, ils se replient, effectivement, ils vont lécher leurs plaies, et pendant ce temps-là, j'aurai le temps de battre les Anglais. Vous voyez, bon. Les Anglais qui étaient à quelque distance, et il avait envoyé son maréchal Ney avec 10 000, 20 000 hommes prélevés sur la Grande Armée pour donc stopper, freiner les Anglais en attendant que lui, ayant réglé le compte des Prussiens, arrive. Le travail, il est fait par Ney. Donc les Anglais sont obligés de freiner et d'attendre. Et alors Napoléon sait très bien que l'armée prussienne n'est pas détruite, il pense qu'elle n'est plus dangereuse, mais par prudence, il prélève 30 000 hommes de ces 125 000 hommes, il en avait déjà prélevé pour les donner à Ney, mais il va rejoindre ceux-là. Mais en revanche, les 30 000 hommes qu'il va prélever, c'est pour les donner au maréchal Grouchy. Et la fonction du maréchal Grouchy, avec 30 000 hommes, c'est de veiller à ce que les Prussiens repoussés ne reviennent pas gêner Napoléon au moment où il règle le compte des Anglais. C'est le rôle du maréchal Grouchy. Très bien. Et à ce moment-là, eh bien, donc, Napoléon, avec l'ensemble de sa grande armée, amputée des forces laissées à Grouchy, fait une marche forcée en direction alors de Bruxelles, parce qu'il sait que c'est là, à 10-20 km, que les Anglais, stoppés par Ney, sont en train de se préparer et de se fourbir leurs armes pour un affrontement décisif. Et alors, le résultat, c'est que au matin du 18 juin 1815, eh bien, vous avez deux armées qui sont face à face. Alors, la situation est la suivante. Deux armées qui sont face à face, environ à 20 km au sud de Bruxelles, près du village, un petit village totalement inconnu jusque-là, Waterloo, son nom va rester célèbre, et à proximité d'un plateau, le plateau du Mont-Saint-Jean, où l'essentiel de la bataille va se dérouler. D'ailleurs, il faut savoir que pour les Français, c'est la défaite de Waterloo. Pour les Anglais, c'est la victoire du Mont-Saint-Jean. Voyez-vous, les deux appellations, c'est comme pour la victoire de la Moskova, les Russes parlent de la bataille de Borodino. Enfin bon, ce sont les mêmes batailles. Alors donc, mais pourtant, les Anglais ont donné Waterloo comme nom à leur gare de Londres. Ah oui, bien sûr. Oui, donc oui. c'était quand même une victoire de Waterloo quand même pour eux. Ah oui, tout à fait. Ils n'ont pas appelé la gare de Mont-Saint-Jean. Non, mais là, oui, alors là, c'est un cas particulier. Je pourrais vous dire la raison. Ouais. Waterloo est un nom beaucoup plus sonore, qui marque, etc. La gare du Mont-Saint-Jean, bon, enfin, voyez-vous, bon. toujours est-il que pour les Anglais et pour les Français, l'affrontement décisif va se dérouler sur ce plateau, donc, du Mont-Saint-Jean. Alors, les deux armées sont face à face, à 1 ou 2 kilomètres de distance, et bien sûr, tant qu'il y a la nuit, il est hors de question de commencer le combat. Là, il y a non pas une bizarrerie, mais il y a une anomalie par rapport à l'ensemble des batailles précédentes de Napoléon, c'est-à-dire que les forces françaises sont légèrement supérieures numériquement aux forces anglaises au début de la bataille. On estime que Napoléon a à peu près 75 000 hommes. Les Anglais, alors commandés par Wellington, qui naturellement est monté en grade, qui est maintenant le grand patron de l'armée anglaise, les Anglais ne sont que 70 000. Les Français ont 266 canons, ça on le sait, les Anglais seulement 174. Donc les Français sont en situation avantageuse. Et voyez-vous, c'est la première fois dans les grandes batailles napoléoniennes que ça se produit. À Austerlitz, à Jena, grand succès Friedland, grand succès de Napoléon, la grande armée était en infériorité numérique. Mais son agressivité, le talent de ses généraux, de Napoléon, avait donné la victoire. Là, les conditions, a priori, sont bonnes pour les Français, puisqu'ils sont plus nombreux et ils ont une artillerie qui est elle-même plus nombreuse. À ce moment-là, on peut remarquer aussi une chose, c'est que incontestablement, le grand vainqueur de la bataille de Waterloo, ça va être le général anglais Wellington. Bon, et on dit que ce sont les Anglais de Wellington qui ont battu Napoléon. Ce n'est pas faux, mais il faut quand même nuancer. Pourquoi ? Eh bien parce que alors que les troupes françaises, sont elles-mêmes composées de Français mais de contingents amis, c'est beaucoup plus net dans l'armée de Wellington. C'est-à-dire qu'on estime que dans l'armée de Wellington, 70 000 hommes, il n'y a que 25 000 Anglais. Il n'y a que 25 000 Anglais. C'est-à-dire que les autres, ce sont des soldats venus de Belgique, des Pays-Bas, et venus
des principautés allemandes comme le Hanovre qui s'était rangé aux côtés de l'Angleterre. Alors ça c'est important, il faut le savoir, les Anglais dans l'armée de Wellington ne sont pas majoritaires, loin de là. Et alors quel est l'état d'esprit au moment où le combat va commencer? L'état d'esprit il n'est pas le même. Hein. Bon, c'est-à-dire que chez les Français, et ce n'est pas nouveau, rappelez-vous la guerre de 100 ans, on est tout à fait optimiste. Bon, Napoléon sait qu'il a au moins autant d'hommes et de matériel, de canons que son adversaire. Les Français sont optimistes et l'état d'esprit qui règne chez les Français au matin de la bataille, c'est un esprit offensif. On peut noter qu'à Crécy, à Azincourt, à Poitiers, c'était déjà ça. Bon, à Waterloo, c'est la même chose. Bon, esprit offensif. Chez les Anglais, eh bien les Anglais, Wellington, qui est un homme, un très bon manœuvrier, Napoléon, à Sainte-Hélène, a reconnu les mérites de grand général de Wellington. Wellington est un homme très froid, très réaliste, et il est très circonspect. Je ne dis pas qu'il a peur de Napoléon, il n'a pas peur de Napoléon, mais il connaît les qualités de Napoléon, il sait que sa grande armée, ce jour-là, est au moins aussi puissante que la sienne, et Wellington, dans ces conditions, sans être forcément très inquiet, il est circonspect. Et au début de la bataille, dans les préparatifs, il adopte une attitude défensive, parce qu'il sait très bien que là, il a affaire à très forte partie, à un très gros morceau. Alors, donc, conception défensive, dans ces conditions, voyez-vous, quand la partie va commencer, en termes sportifs, les pronostics, si on peut en faire, normalement, doivent aller plutôt à Napoléon. Alors, il y a tout de même une incertitude, les Prussiens. Hein, mais Napoléon n'est pas inquiet, il a battu l'armée prussienne à Ligny 2 jours auparavant. Les débris de l'armée prussienne, il sait qu'ils ne sont pas détruits, mais il y a toujours des débris importants qui sont reconstitués. Blücher connaît bien son boulot. Par conséquent, c'est une menace, c'est peut-être une menace. Bon, mais pour Napoléon, il n'est pas inquiet parce qu'il y a le corps de Grouchy. Il y a 30 000 hommes, quand même, de la grande armée qui font écran entre Waterloo et les Prussiens. Par conséquent, au matin du 18 juin, ça ne se présente pas trop mal pour les Français. Évidemment, laissons le suspense durer et on verra la prochaine émission comment les choses vont se dérouler. Merci beaucoup. La rivalité franco-anglaise domine l'histoire de l'Europe occidentale depuis plus de 1000 ans sur terre comme sur mer, depuis Hastings jusqu'au Brexit. Gérard Blier présente quelques grands moments de cette histoire au micro de Yann Le Perf.